Mesdames, Messieurs, bonsoir. Revoir l'enseignement des sciences mathématiques, technologie, ingénierie dans notre système éducatif togolais, c'est le nouveau chantier du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Un atelier de haut niveau a été organisé à l'endroit des cadres du ministère à cet effet. Et les enjeux de cette rencontre vont tout à l'heure être expliqués par mon invité que je vais vous présenter, Dr Afanou. Débat thématique, c'est dans un instant. Comme je le disais, il y a eu un atelier de haut niveau qui a été organisé récemment à l'endroit des cadres du ministère d'enseignement primaire, secondaire et technique. Nous allons vous rafraîchir la mémoire puisque l'élément a été diffusé au journal de 19h. Nous allons vous rafraîchir la mémoire avant de vous présenter l'invité. Recentrer l'enseignement des sciences sur l'expérimentation par la mise en œuvre d'un plan de rénovation appuyé sur les pratiques pédagogiques, c'est l'objectif visé par cet atelier de 5 jours à Théviers. Les cadres du ministère des enseignements primaires, secondaires et techniques, appuyés par un expert national, ont élaboré les normes et standards de l'environnement d'enseignement, apprentissage des sciences, ingénierie, technologie et mathématiques. On a constaté de façon générale l'inadéquation de la formation à l'emploi, surtout le côté sciences, dans les classes. Ils vont vivre dans la pratique, ils vont s'exercer, ils vont faire des tests. Ça va faciliter vraiment l'enseignant de faire passer son message parce qu'après avoir fait le cours, il fera le côté pratique. Donc on mettra aussi le côté informatique, voir comment on peut instaurer le système de codage. Porté par la direction de l'enseignement secondaire du ministère des Enseignements, l'activité a reçu l'appui financier de l'UNICEF. Les participants sont venus des 7 régions éducatives du Togo. Bien, Dr Afanou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déjà un habitué de cette émission. Alors, on vous a reçu plusieurs fois, vous nous avez démontré l'importance de l'enseignement autrement des sciences, mathématiques, technologies. Aujourd'hui, vous êtes le consultant coopté par le ministère avec l'appui de l'UNICEF, comme on l'a suivi tout à l'heure dans le reportage, pour accompagner véritablement la mise en place d'une norme d'enseignement. Alors, quel est véritablement l'enjeu d'estime dans des pays, disons, en voie de développement comme le nôtre? Oui. Merci Marcel pour cette question, c'est une très bonne question. Il faut dire que moi j'ai passé plus de 2 décennies en fait à étudier le lien entre l'école et le développement. Quand je prends tous les pays développés, ce sont tous des pays industrialisés. Les pays développés, je veux dire, les pays qui ont un PIB élevé, ont un taux de croissance élevé, sont tous des pays industrialisés. Maintenant, quand j'analyse les pays industrialisés, les pays qui ont de la chimie, de la métallurgie, de l'aéronautique, et donc tous ces pays industrialisés sont des pays développés. Donc pour développer nos pays, il va sans dire que nous devons industrialiser nos pays. Maintenant, pour industrialiser nos pays, comment est-ce qu'on fait pour industrialiser un pays ? La base fondamentale de l'industrialisation, c'est la technologie. Et la technologie ne s'acquiert nulle part ailleurs qu'à l'école, dans une méthodologie d'enseignement pratique des sciences, la technologie, ingénierie et mathématiques. Nous avons hérité d'un système éducatif colonial qui, à la base, n'a pas l'essence de développement. Ce qui fait que nos pays, après les indépendances, ont toujours conduit un enseignement en physique, en chimie, en SVT, d'une façon, je dirais, littéraire. On enseigne beaucoup plus la littérature des sciences que des sciences en tant que telles. La physique, ce n'est pas une matière abstraite. On ne peut pas parler de quelque chose en physique sans manipulation. On ne peut pas parler d'un contexte, d'un chapitre en SVT sans manipulation. Dans tous les pays développés, ils ont mis en place, avant le développement, à précéder un enseignement qualitatif des sciences et la technologie. La Chine est reclassée depuis 4 semaines devant les États-Unis comme la première puissance mondiale.
Ce n'est pas le mandarin qui a fait que les Chinois sont devenus première puissance mondiale. C'est uniquement parce que la Chine est devenue très forte en technologie et ceci vient de la qualité de l'enseignement des sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Donc, dans nos pays, nous qui sommes des pays en voie de développement, le Togo a pris, je dirais, une bonne orientation pour positionner le pays dans les pôles, dans les rangs, les classes des pays qui sont engagés dans le développement. Et l'outil fondamental pour permettre un développement, c'est un enseignement qualitatif des sciences et la technologie. C'est ce qui a conduit en fait à la mise en place de cet atelier qui n'est qu'une partie de tout le travail, voilà, tout le travail que le ministère met en place pour pouvoir redynamiser l'enseignement en général au Togo et particulièrement l'enseignement des sciences et de la technologie. Alors, restons toujours au niveau de l'atelier. Il était question de mettre en place le référentiel d'enseignement des STEAM. Alors, qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Voilà. En industrie, nous parlons de développement. En industrie, tout est normalisé. Et l'enseignement togolais sera normalisé. Les choses ne seront plus comme avant. Je pense qu'il faut le dire. Il faut que chaque élève, chaque enseignant, chaque responsable de l'éducation s'en rende compte que le gouvernement a décidé d'élever le système éducatif du pays pour qu'on puisse réellement s'orienter vers le développement. Ce référentiel, c'est un document étatique. Quand il sera élaboré, ce sera un document national. Et le référentiel s'articule autour de 3 points. Il y a le bâtiment, la construction des laboratoires, ce qu'on appelle un laboratoire. Un laboratoire respecte des normes. Aujourd'hui, déjà, avant même de construire un laboratoire, on recommande plusieurs écoles de toujours faire des manipulations. On peut faire des manipulations dans des endroits qui ne sont pas des laboratoires, mais chaque école doit disposer d'un laboratoire. Un laboratoire doit être normalisé. Le deuxième volet, c'est l'équipement du laboratoire. Nous avons un programme de la 6e jusqu'en terminale en mathématiques, en physique, en chimie, en SVT. Et donc, quels sont les matériels à mettre dans ce laboratoire pour que l'enseignement soit normalisé, en fait? Le troisième volet, c'est le digital. Nous n'enseignons pas l'informatique. Le numérique n'est pas dans notre méthodologie d'enseignement. Donc, comment intégrer le numérique dans l'éducation pour que l'enseignement soit standard comme ce qui se fait ailleurs? Donc, ces volets sont très importants. Quand je reviens sur le laboratoire, la construction du bâtiment, par exemple, la norme requiert qu'un laboratoire dispose de 2 portes. Et ces portes, le sens d'ouverture de ces portes sont très importants à respecter. Le revêtement du sol est important à respecter. Le rangement, le classement des matériels, la sécurité des élèves, par exemple, tout ça, c'est mis dans ce référentiel. Ce qui fait que si quelqu'un veut mettre en place un laboratoire, je ne sais pas moi, à Théviers, à Vaughan, à Sokodé, à Nassablé ou à Soutoubois, il doit respecter ce standard que l'État va valider. Il en est de même pour l'équipement, l'achat de matériel pour que les enfants, lors des manipulations dans ce domaine de STEM, manipulent réellement donc le matériel qu'il faut pour pouvoir équiper ces laboratoires. Et puis le troisième volet, on va équiper les écoles des ordinateurs. Et les élèves vont pouvoir programmer, vont pouvoir faire de la recherche, vont pouvoir développer des projets. Et un accent particulier est mis sur les clubs scientifiques qui doivent pouvoir être des lieux de stimulation de la créativité de notre jeunesse. C'est ça. Alors, fidèles téléspectateurs, si vous nous avez pris au vol, vous comprenez l'intérêt, l'enjeu de cette réforme profonde dans l'enseignement des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques dans notre système éducatif. Et M. Afanou, comme il vient de le dire, il a une très grande expérience. D'ailleurs, même c'est pour cette raison qu'il a été retenu par le ministère, avec l'appui de l'UNICEF, pour accompagner le système éducatif togolais. Et nous souhaitons vivement que ce travail aille vite, parce qu'on a accusé en réalité un peu de retard. Même l'adage dit mieux vaut tard que jamais. Voilà. Alors, on va maintenant parler de l'état des lieux. Quant à l'état des lieux de l'enseignement des sciences, des mathématiques, technologies,
ingénierie dans notre système éducatif? Je pense que nous sommes sur le plan éducatif de l'enseignement scientifique et technologique. Nous sommes à un tournant très décisif. Nous avons une situation très défavorable, je dirais honnêtement très négative pour le développement. Nous n'avons pas les bases fondamentales pour le développement. Il y a une étude qui a été faite par le directeur Sabat, qui est le directeur de l'enseignement secondaire général. C'est une étude qui date de 2012. Il a étudié de 1997 jusqu'à 2012 l'effectif des élèves qui s'inscrivent en série A4 et en série CD. En 1997, il y avait plus d'élèves qui étaient inscrits au baccalauréat en série CD qu'en série A4. Quand je me rappelle, il doit y avoir 3800 élèves inscrits en bac 2 série A4, alors qu'il devait y avoir plus de 6000 élèves inscrits en C et D. En 1992, il y avait pratiquement 10 fois plus d'élèves inscrits en bac A4 et il y avait pratiquement 10 fois moins d'élèves inscrits en bac CD. Cela veut dire que nous descendons, les élèves désertent les séries scientifiques, la C, la D, d'une façon décroissante. Quand moi j'ai lu ce rapport, ça m'a fait froid au dos. Moi qui suis citoyen d'un pays en voie de développement et qui prône pour le développement, ça m'a fait froid au dos. Et je pense que les autorités sont conscientes de cela, ce qui à un moment donné, quand on fait l'étude, c'était arrêté en 2012, mais quand on fait l'étude, j'ai encore des chiffres que j'ai demandés qui sont en cours, jusqu'à ce jour, la situation s'est plutôt empirée. Ça s'est empiré. C'est l'une des raisons pour lesquelles les autorités ont mis en place le lycée scientifique, pour remonter le niveau en fait. Mais en réalité, les choses n'ont pas changé. Les choses n'ont pas changé. Et la question, c'est de savoir pourquoi nos élèves désertent les séries scientifiques. Il y a plusieurs écoles où on n'a même plus la C. Et quand on trouve la C dans une école, c'est une dizaine d'élèves qu'on trouve en première et en terminale. Beaucoup d'élèves s'inscrivent en A4, mais ce sont fondamentalement les domaines qui ne sont pas des domaines porteurs des métiers. Pour développer un pays, je ne dis pas que les langues ne sont pas importantes, mais nous avons besoin de pousser beaucoup d'élèves vers les sciences et la technologie. C'est ça qui développe le pays. Et donc, sur base de cet état des lieux, je dirais, très médiocre, très lamentable pour le développement d'un pays. Et donc, il est très important de redéfinir les conditions, la façon de faire en sorte que les élèves prennent goût aux sciences. Et pour que les enfants prennent goût aux sciences, c'est juste la manipulation. Parce qu'à partir du moment où vous parlez des choses que les enfants ne voient pas, le directeur Sabat dit souvent que nous découvrons les tubes à essai une fois que nous mettons pied à l'université. Et c'est trop tard. En 6e année, les élèves doivent commencer déjà à manipuler. Je dirais même depuis l'école maternelle, les élèves doivent manipuler. Ce sont ces manipulations... 6e année, ça c'est la 6e chez nous ici. Voilà, c'est la 6e chez nous ici. Moi, j'ai fait une étude globale sur l'évolution conceptuelle, la capacité pour concevoir un équipement des élèves sur le plan universel. Les Africains, quand vous les voyez de 8 ans jusqu'à 9 ans, voire 10 ans, tous les enfants utilisent des jouets, des fils de fer, les boîtes de concept pour fabriquer, en fait. Ce génie que possèdent nos enfants, vous ne trouverez pas ça en Europe. Mais quand les enfants arrivent en Europe, ils arrivent à l'école, ils se posent beaucoup de questions qui ne trouvent pas les réponses dans notre méthode d'enseignement. Ce qui fait qu'à un moment donné, les enfants abandonnent ces capacités de conception et ils décrochent même parfois de l'école. Donc, il y a lieu de répondre aux besoins de nos élèves en associant la pratique à notre enseignement. Et c'est ça, en fait, le but de ce travail pour pouvoir rehausser ou créer l'intérêt auprès des enfants afin qu'ils puissent s'orienter. Les élèves aiment les sciences, mais quand la science est littéraire et que l'enfant ne sait pas de quoi on parle, ça va de soi que l'enfant déserte et s'oriente vers quelque chose qu'il voit beaucoup plus facile et plus expressif. Alors, quand on parle des STEAM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, est-ce que c'est les élèves
scientifique, de l'enseignement général, ceux qui sont concernés, ou bien l'enseignement technique aussi? Je pense que l'acronyme est très clair. Moi, j'étais même très déçu que, d'abord, il y a l'atelier de Théviers. La semaine passée, nous étions à Ngotchien pour former les inspecteurs. Actuellement, il y a encore un atelier à Ngotchien pour élaborer les modules de formation. Il y a un atelier actuellement à Palimé. Donc, c'est un grand chantier. Je suis étonné, en fait, qu'à Théviers et à Ngotchien, il n'y a pas eu des inspecteurs ou des cadres de l'enseignement technique, parce que nous parlons de STEM, Science, Technology. La technologie, c'est l'application de la science. Quand on maîtrise la science, on transforme la science en technologie. C'est la technologie qui est vendable. La science en tant que telle, c'est le prémisse qui conduit à maîtriser la technologie. Et donc, à partir du moment où on est dans la technologie, l'enseignement technique, c'est le credo, c'est le cœur de la technologie. Donc, les séries E, par exemple, les séries F, par exemple, F1, F2, F3, F4, la série TI1, par exemple, ce sont des séries qui sont concernées, d'autant plus que nous parlons ici de la mathématique, de la physique, de la chimie. Toutes ces séries font de la physique, de la mathématique, de la chimie, et ils font en plus de la technologie. Donc, c'est un référentiel qui concerne ces séries également, qui sont très importants pour le développement du pays, mais qui n'ont pas été dans les démarches ou les ateliers qu'on a menés jusque-là. Donc, ça veut dire que je pense que c'est un ministère délégué, en fait, qui fait partie du ministère de l'enseignement secondaire. Voilà, enseignement secondaire, donc doit se rapprocher de cela pour que ce document soit également un document d'application pour nos lycées techniques. C'est ça. Alors, fidèle téléspectateur, M. Afanou, il est le directeur d'une école où il applique tout ce qu'il est en train de dire. Nous allons suivre une séquence de manipulation dont il parle. Ça se passe à OPEM dans son école. On va suivre et on revient rapidement sur ce plateau. Je m'appelle Gabriel Edouard et je suis élève en 4e sciences et technologies à OPEM. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Sati Bounaïma, en classe de 4e sciences et technologies à OPEM. Aujourd'hui, nous allons vous montrer une manipulation qui consiste à produire du courant électrique grâce à une bobine et un barreau magnétique. Pour cela, nous avons besoin d'une bobine ou encore solénoïde, de fils de connexion, d'un barreau magnétique et d'un galvanomètre qui aussi s'appelle microampéromètre pour nous permettre de visualiser le courant électrique. Pour commencer, nous allons tout d'abord relier notre signe positif au niveau du galvanomètre à celui de la bobine. Ensuite, fermons le circuit en reliant la borne négative de la bobine avec la borne négative du galvanomètre. Utilisons ensuite notre barreau magnétique que nous allons faire déplacer à l'intérieur de la bobine, puis observons. Voilà comment nous pouvons produire du courant électrique. Les guides du microampéromètre se déplacent en fonction du déplacement du barreau magnétique. C'est ainsi que s'explique la production du courant électrique. Nous pouvons aussi retenir de cette manipulation que dans les centrales hydroélectriques, c'est une chute d'eau qui entraîne les alternateurs, produisant ainsi du courant électrique qui est identique à notre manipulation. Merci de nous avoir suivis et d'avoir compris notre manipulation. Bien, merci M. Afanou. Voilà, c'est les élèves de votre école. Oui. Quel est le rapport entre le processus de normalisation, c'est-à-dire la compréhension que vous êtes en train de donner actuellement au ministère, et le concept d'enseignement à OPEM? Voilà. Donc, comme vous venez de le voir, c'est de la simplicité. La science, c'est la manipulation. Quand vous enseignez comme ça, vous allez voir, les élèves vont courir tous vers la science. C'est simple. Tout ce qui est écrit, les enfants le font d'une façon pratique. Je dis souvent dans mes travaux de recherche qu'il y a une seule façon d'enseigner. C'est la façon dont les pays développés ont enseigné pour arriver au développement. Quand je prends l'Amérique du Nord, l'Europe, la Chine récemment, ils ont tous adopté une façon normalisée d'enseigner. Et c'est ce que moi j'ai mis en place à OPEM depuis 2017 en fait. Depuis 2017, l'enseignement, le concept OPEM est basé sur la norme.
le standard d'enseignement. Tout ce qui est enseigné est fait d'une façon pratique. Et donc, je suis heureux de la décision du ministre, hein, de l'engagement gouvernemental pour pouvoir normaliser l'enseignement. Donc, en fait, c'est typiquement ce que nous faisons à OPEM qui va prendre corps, en fait, dans le pays de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Voilà. Et donc, fondamentalement, ça conduira à la formation d'une jeunesse beaucoup plus dynamique, beaucoup plus créatrice et à une main-d'œuvre beaucoup plus adaptée, en fait, par rapport aux besoins de notre pays. Alors, comme on l'avait dit, hein, depuis le début, vous avez commencé une série d'ateliers. Ça va se poursuivre. Est-ce qu'on peut avoir les premiers résultats du travail que vous avez commencé par faire? Voilà. Ce qui a été fait à Thiévier, nous avons mis en place 3 grands groupes qui ont travaillé sur les 3 thématiques que j'ai évoquées précédemment. Le bâtiment, la normalisation du bâtiment laboratoire, l'équipement de matériel laboratoire pour les classes de la 6e jusqu'en terminale dans toutes les matières en physique, chimie, SVT, mathématiques et le digital. Voilà, donc actuellement on est en train de compiler tous ces travaux. Après la compilation, je vais donc élaborer ce document que je vais encore soumettre à ces groupes et on va encore continuer à analyser jusqu'à ce qu'une validation, il y a encore une séance qui sera prévue probablement à Lomé qui va réunir encore tous les cadres du ministère pour pouvoir valider ce document. À partir du moment où le document sera validé, on n'attend même pas la validation en fait. Hein. Déjà à cette rentrée, on demande en fait à tous les enseignants de physique, de chimie, de SVT de faire au moins un TP par semaine avec les élèves. Ça, c'est déjà demandé par la direction. Travaux pratiques. Travaux pratiques, voilà. Donc, la direction de l'enseignement secondaire, le ministère, demande en fait à chaque enseignant de faire au moins travaux pratiques avec des élèves par semaine. Et je ne dois pas attendre qu'on me ramène du matériel de Québec, de Paris, de Bruxelles ou de Berlin. Nous avons tout le matériel autour de nous. Les matériels pour pouvoir faire la loi de la place, charge et décharge d'un condensateur, électrolyse de l'eau, nous en avons. Nous avons choisi d'enseigner les sciences, ça veut dire que nous sommes des scientifiques. Un scientifique, c'est un fabricant. Donc, à partir du moment où nous avons cette volonté, c'est possible en association avec les élèves. Maintenant, le gouvernement a des partenaires. On a un certain nombre de partenaires qui ont décidé de nous accompagner également dans l'équipement de plusieurs écoles et on a du matériel dans plusieurs écoles. La formation que nous avons faite à Ngotchien, par exemple, ce sont les inspecteurs et les chefs d'inspection qui se sont déplacés avec des matériels dont ils disposent. Donc, aujourd'hui, je n'ai plus de matériel, c'est pour ça que je ne vais pas faire de laboratoire. Ce n'est plus une raison. Tout le monde doit s'engager et pour qu'on arrive en fait à changer le cap de l'éducation. Alors, l'introduction du digital est une exigence hein, pour que ce référentiel-là puisse être opérationnalisé. Alors, pourquoi c'est si nécessaire? Le digital est devenu, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la technopédagogie. C'est-à-dire le numérique rentre comme outil pédagogique dans les classes. Il faut savoir qu'au début de l'univers, nous étions tous à l'ère primaire où on était beaucoup plus artisanal en fait. L'artisanat a conduit on a commencé à observer d'une façon physique. Cette observation a conduit jusqu'à la fabrication et à la révolution industrielle. La révolution industrielle a entraîné la robotique et plus récemment la révolution numérique. Cette révolution numérique a transformé l'école. Aujourd'hui, dans plusieurs établissements en Chine, vous n'avez pas des enseignants. Vous n'avez que des robots. Et plusieurs élèves aujourd'hui, même à l'université de Lomé, ils suivent des cours en ligne en fait. Le numérique est un outil incontournable. Pour enseigner aujourd'hui, il faut le numérique. D'autant plus que la première matière aujourd'hui en sciences, ce n'est plus la mathématique comme c'était le temps. C'est beaucoup plus le codage, c'est beaucoup plus l'informatique, c'est beaucoup plus la programmation. Donc, nous devons revoir la méthode d'enseignement, le curricula, les matières que nous avons mis à charge des enseignants à enseigner en fait aux élèves. Donc, le numérique est un outil incontournable, ce qui fait que voilà, les autorités ont décidé de mettre le digital dans le programme d'enseignement. Donc, on travaille sur le dessin assisté par ordinateur, sur la programmation, sur les recherches, la présentation des travaux, des rapports réalisés par des élèves au laboratoire et l'acquisition des compétences beaucoup plus digitales. Les élèves doivent commencer à créer déjà leur site internet à OPEM. Déjà, les élèves en classe de première commencent à créer leur site internet. Et donc, tout cela fait partie de la formation. Moi, je dis souvent que
notre système éducatif a été désorienté pendant longtemps. Nous avons toujours été à la course des diplômes. On a mis les élèves à l'école pour avoir le BPC, le bac 1, le bac 2, la licence, le master, ainsi de suite. L'élève, le parent, l'enseignant et même les autorités étaient beaucoup plus focalisés sur les diplômes. Mais quand je ramène ma voiture dans un garage et que ce véhicule est réparé, ce n'est pas parce que je l'ai ramené dans un garage que le véhicule est réparé. C'est parce que le garagiste avait les compétences pour pouvoir réparer ce véhicule. Je pouvais ramener ce véhicule dans un autre garage et il ne sera pas réparé. Quand vous envoyez un enfant pour étudier la coiffure, la maçonnerie ou, je ne sais pas moi, la tresse, l'enfant ne va pas dans l'apprentissage pour avoir un diplôme. L'enfant va à l'apprentissage pour acquérir des compétences, le savoir-faire. Un diplôme, ce n'est qu'une attestation qui prouve que les compétences ont été maîtrisées. Nous ne devons pas courir vers les diplômes, nous devons courir vers le savoir, la compétence. Et cette compétence aujourd'hui globale dans le domaine science, technologie, ingénierie, mathématiques, le digital, le numérique prend une partie très importante. Et donc nous devons conduire les enfants à commencer à coder depuis tout petit, à modéliser, à dessiner, à concevoir leur projet et puis à mettre en place leur projet pour que voilà, la capacité de développement prenne vraiment pied dans notre pays. Donc voilà l'importance du digital dans l'enseignement, dans le curricula, c'est très très important. C'est ça. Alors, fidèles téléspectateurs, chers parents, chers élèves, chers enseignants, vous qui nous suivez, nous sommes avec Dr Afanou, le DG de OPEM et consultant pour le ministère. Voilà, il accompagne depuis un certain nombre de temps le ministère pour la mise en place des normes du référentiel d'enseignement d'estime. Nous avons déjà défini. STEAM, c'est sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. Enseigner toutes ces matières-là autrement. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Et il a déjà évoqué un des résultats de cet atelier très important. Mais une des questions qui trotte dans ma tête, c'est l'effectif et le problème de la disponibilité de l'énergie pour pouvoir utiliser le digital, par exemple, dans des zones rurales où on n'a pas d'électricité. Voilà. Et comment vraiment ça va se passer? Est-ce que ça ne va pas être un peu compliqué? Bon, c'est un problème... des pays sous-développés. Hein? Voilà, c'est pas spécifique au Togo. Bien sûr. Et même, pas seulement le digital, même au niveau du laboratoire, par exemple. Au niveau du laboratoire, on en a discuté à Théviers. Si je veux visualiser un signal sur un OCU, par exemple, il me faut une prise d'énergie. Voilà, une prise de 120 volts, en fait. Voilà, donc on en a discuté. Le digital également nécessite fondamentalement le secteur. Le problème, c'est que, en fait, ces problèmes que nous rencontrons doivent être des projets pour nous. En fait. Donc, dans chaque localité où nous n'avons pas d'énergie, nous devons nous penser comment est-ce que nous pouvons avoir ce taux d'ensoleillement qui dépasse pratiquement à 15 fois ce que je rencontre en Belgique et que nous nous retrouvons sans avoir l'électricité dans nos domaines en fait. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir répondre à ces besoins. Nous n'allons pas attendre que ce soit des gens qui nous apportent des solutions, mais les problèmes que nous rencontrons dans la mise en œuvre de ce référentiel, dans la mise en œuvre de ce changement de cap en matière de l'éducation constituent des projets sur lequel nous allons travailler pour pouvoir électrifier ces salles de classe, mettre en place dans toutes les localités des laboratoires normalisés, électrifiés progressivement. Paris n'est pas construite en un jour, mais la volonté y est et nous sommes sur la voie. Ce qui est très important, c'est que les responsables, les autorités mettent en place les moyens, parce qu'il faut des moyens financiers. Absolument. Il faut absolument des moyens financiers parce que on dit souvent, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Nous avons pris beaucoup de retard, comme vous l'aviez dit, et tant vaut. Aujourd'hui, on est déjà sur la voie, mieux vaut tard que jamais, mais il faut que les moyens soient mis en place pour pouvoir accompagner ce processus. Les sciences sont
capital dans le développement d'un pays. Et beaucoup de pays, en fait, je peux citer l'exemple du Sénégal, par exemple, en Afrique, sont des pays qui sont engagés dans la réforme scientifique. Et ils ont mis en place beaucoup de moyens. Je crois que nos dirigeants également mettront en place cette énergie pour que nos pays soient développés. Moi, je vis en Belgique depuis plus de 30 ans. La Belgique n'a pas de phosphate, ils n'ont pas d'uranium, ils n'ont pas de bauxite, ils n'ont pas de coltan, mais la Belgique est l'un des pays les plus industrialisés. Ce n'est que l'école. Ce n'est que la ressource humaine qui permet en fait de développer. Et ce sont des pays qui mettent une grande partie de leur PIB dans l'éducation et dans la recherche. Et ça fait que des jeunes quittent l'école avec déjà une entreprise dans la main en fait. Donc voilà un peu ce qui doit nous conduire dans les années à venir. Ce que le Togo deviendra dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, dépendra de l'énergie qu'on mettra dans la réalisation de ce projet actuellement. Alors, en dehors du travail, de tout le gros boulot que l'État doit faire en mobilisant des ressources financières auprès des partenaires et pour accompagner l'opérationnalisation de ce référentiel, est-ce que vous avez un message à l'endroit des enseignants d'abord, ensuite des parents, puisque la résolution d'un problème éducatif dépend quand même de la participation des uns et des autres pour qu'on puisse y arriver. Voilà, et il faut savoir que nous sommes sur une très mauvaise ligne. Aujourd'hui, quand je reprends les statistiques en fait, qui ont été faites sur la population éducative qui s'inscrit en bac 2, on a remarqué qu'il y a une faiblesse au niveau des inscriptions dans les séries scientifiques. Ceci est dû à la fois aux enseignants, au programme, aux élèves et, je dirais, à la nation, si on veut dire. Donc, pour résoudre ce problème, il faut mettre en place beaucoup de moyens. Ceux qui enseignent dans les secondaires, ce sont des étudiants qui sortent de l'université. Mais ces enseignants n'étaient que des élèves hier à qui on a enseigné de la théorie. Tout à fait. On ne s'improvise pas dans un laboratoire. Un laboratoire, c'est une culture, c'est la méthode qu'on réalise. Et donc, les enseignants qui ont choisi d'enseigner les sciences, ce sont des gens qui aiment les sciences. Ils doivent se former. Se former, c'est beaucoup plus de l'auto-formation. Il y a le ministère, la direction de l'enseignement met en place beaucoup de moyens pour former ces enseignants, mais eux-mêmes doivent se donner à la formation. Ils doivent décider de ne plus enseigner comme on leur a enseigné. Ça, c'est très important. Ça ne sert à rien d'aller copier des anciens cahiers devant les élèves et de ne pas savoir exactement ce que tu écris. Ça, c'est fouler au sol l'effort qui est mis en place. Toute la nation doit conduire cet effort et ça doit partir par les enseignants. Maintenant, au niveau de l'université, il faut redéfinir les choses. Nous avons des étudiants à l'université qui font 3 ans et qui, malheureusement, font 10 TP. 10 TP que mes élèves de 4e font. En 4e, déjà, mes élèves ils font plus de 30 TP avant la fin de l'année. Il y a des étudiants qui, après le baccalauréat, font à peine 10 TP. Ce n'est pas normal. On doit densifier également le travail à l'université, axer beaucoup plus sur les compétences que sur la validation des crédits. Maintenant, il y a un travail à faire au niveau du préscolaire et de l'école primaire. Là également, on doit jouer sur la méthode d'enseignement, la manipulation, les laboratoires, pour que les enfants s'intéressent très tôt en fait à la science. Donc le travail est un travail colossal. Mais ce travail, je dirais, appelle tout le monde. Les parents également doivent pouvoir... J'ai des parents en fait qui font ces efforts. Certains élèves viennent après le baccalauréat et disent « moi je veux faire A4, moi je veux faire la G2, moi je veux faire la G3 ». Mais certains parents visionnaires arrivent à travailler les enfants et ils viennent à OPEM après 1 semaine, 2 semaines de formation. Les élèves décident finalement de devenir architectes ou médecins en fait. Donc un travail doit se faire au niveau des parents pour communiquer avec... Et des spécialistes d'orientation aussi. Les spécialistes de l'orientation également. Voilà, les spécialistes de l'orientation également doivent communiquer en fait suffisamment avec les enfants pour pouvoir... Donc c'est un chantier colossal. C'est un chantier colossal qui appelle toute la population et qui requiert beaucoup d'énergie en fait. Voilà, enseignants, parents, autorités, élèves, pour qu'on puisse vraiment changer de cap et adopter un système éducatif normalisé. C'est ça. Alors, fidèles téléspectateurs, vous comprenez que nous sommes tous interpellés. Voilà. Les médias, eux, leur travail, c'est d'informer, de communiquer et de sensibiliser.
Et c'est à cette tâche que nous attelons chaque jour à travers l'émission Débat Éducation sur la télévision togolaise en faisant appel à des consultants, genre Dr Afanou, pour venir nous éclairer sur véritablement ce qui est en train de se faire et ce qui doit se faire pour que véritablement nous changions de paradigme. Et au vu des explications qu'il est en train de donner, eh bien, nous comprenons tous que nous avons une part de responsabilité, même si la plus grande part revient à l'État qui doit mobiliser les ressources, chacun doit mettre sa main à la pâte pour que nous puissions y arriver. Parce que l'avenir, comme il avait dit entre-temps, l'avenir de notre nation, l'avenir, le développement du Togo en dépend. Alors, M. Afanou, nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission, mais je rappelle que ce ne sera pas la seule parce que comme c'est tout un processus que vous êtes en train de faire avec les cadres du ministère et autres, eh bien, probablement à mi-parcours ou peut-être au bout du tunnel, on doit maintenant organiser un grand débat en leur présence. Peut-être que ce ne sera même pas dans ce studio, on va trouver un autre cadre quelque part, voilà, où eux-mêmes seront là pour que nous puissions vraiment en débat pour voir les acquis et comment ils s'engagent avec l'accompagnement du ministère pour qu'on puisse vertement aller vers l'objectif visé par la mise en place de ce référentiel très important. Donc, vu que nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission, eh bien, je vous donne encore la parole. Merci, c'est ce que vous avez dit, c'est très important parce qu'il faut qu'on arrive à réunir les cadres, les acteurs de l'éducation autour d'une table et de projeter tout simplement l'état des lieux de l'éducation, les bases fondamentales qui conduisent un pays à se développer et le programme, les plans, parce qu'il faut mettre en place des plans, il faut mettre en place un programme, il faut mettre en place des objectifs, des deadlines et il faut rendre compte. Et il faut intégrer certaines... À TV, par exemple, on a discuté de la possibilité d'intégrer des travaux pratiques dans les examens à venir, en fait. Voilà, parce que nous ne mesurons pas en Afrique l'importance des sciences dans le devenir des nations, en fait. Et là, les acteurs de l'éducation doivent savoir où est-ce que nous en sommes et où est-ce que nous allons. Et nous tracerons ensemble les voies qui conduiront le pays vers le développement. Ça demande à mobiliser l'énergie, à être courtois, à être conscient que nous avons déjà suffisamment pris du retard et que le travail qui nous appelle demande beaucoup plus de l'éthique, du patriotisme, de l'engagement, en fait, de la fermeté également. Et c'est ça qui nous conduira à produire des vrais scientifiques. Parce que là, malheureusement, ce que nous produisons, parce que quand je reprends les statistiques des travaux que le directeur Saba a fait, quand vous voyez la moyenne annuelle, par exemple, pour des élèves qui réussissent au bac C, la moyenne ne dépasse pas 6. En mathématiques, je veux dire, en mathématiques, quand on fait la moyenne nationale des élèves au bac C, ce sont des moyennes qui tournent autour de 5, 5,90 et ce n'est pas normal. Ce sont ce qu'on appelle des bac C indice A. Et donc, nous avons des carences, enfin, des manquements en mathématiques, en physique, en sciences et la vie de la Terre, en informatique, en technologie, alors que ce sont vraiment ces disciplines en fait qui conduisent le pays vers le développement. Nous avons du travail à faire et je suis content que la voie est ouverte. Ensemble, on va essayer de voir ce qu'on peut apporter en fait pour le développement de notre pays. La toute dernière question, vous m'avez monté sur votre ordinateur un PowerPoint pour nous commenter rapidement. C'est un document qui est très important. En fait, moi, pendant tout mon temps, j'étais indigné par l'état de délabrement du continent africain. Et donc, je me suis posé la question de savoir comment est-ce que les pays du Nord sont développés et que nous ne sommes pas, je dirais, même pas à la première marche de développement. Et donc, j'ai pris d'abord les pays dits développés. Et j'ai essayé d'éplucher ces pays, en fait. En analysant ces pays, je me suis rendu compte que chaque pays développé, c'est un pays hautement industrialisé. Ce sont des pays qui ont des capacités de transformer les problèmes en solutions. J'ai posé une deuxième assertion. J'ai plutôt pris les pays qui sont des pays industrialisés, des pays qui disposent de la métallurgie, de l'aéronautique, de la chimie. Donc ces pays, quand je les étudie un à un, ce sont tous les pays qui ont un PIB élevé. Ce sont des pays qui ont un taux de croissance élevé, qui disposent d'un taux de chômage très bas, en fait. Donc, en fait, ces pays industrialisés sont des pays développés. Il va sans dire que pour développer nos pays, le Togo, nous sommes obligés de les industrialiser. Maintenant, pour industrialiser un pays, qu'est-ce qu'il faut? Je pensais que si on a le phosphate, l'uranium, on pourrait industrialiser. Ce n'est pas ça. Il faut la technologie. La technologie, où est-ce qu'on trouve la technologie? Est-ce qu'on la transfère? Non.
la technologie ne s'acquiert nulle part ailleurs qu'à l'école. Ça, c'est une première analyse que j'ai faite. La deuxième analyse, c'est que je me suis promené dans plusieurs universités. J'ai interrogé des grands économistes pour demander quelle est la base fondamentale du développement d'un pays. Ils m'ont tous dit que pour développer un pays, il faut la ressource humaine. Mais la ressource humaine, c'est quoi? Ce ne sont pas les hommes et les femmes qui peuplent un pays ni un continent. Mais la ressource humaine, c'est la capacité. Nous pouvons être 8 millions au Togo et avoir peut-être 300 000 ressources humaines. C'est la capacité que possèdent quelques individus à pouvoir transformer le besoin. Et donc, cette capacité, en fait, ce n'est que la matière grise. Comme vous allez à la salle de sport, vous préparez vos muscles, c'est la même façon quand on va à l'école, on prépare ses méninges, en fait. Et donc, c'est l'école qui est le seul lieu où on prépare la matière grise. L'école est centrale, est fondamentale pour le développement. Si nous ne transformons pas l'école et que si nous ne mettons pas l'accent sur l'éducation et développons une éducation normalisée, active, malheureusement, nous n'arriverons jamais à développer nos pays. Ça, c'est la première synthèse de mes travaux de recherche que j'ai publié, en fait, présenté à l'UNESCO en 2009, en fait, à Paris. Ce document est très utilisé dans plusieurs pays comme Addis Abeba, le Kenya, etc. Donc voilà un peu les bases fondamentales vers lesquelles on s'engage pour pouvoir réellement se développer. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin donc, de cette émission. Nous disons un sincère merci à M. Afanou qui s'est rendu disponible comme toujours à venir nous éclairer et à partager avec nous tout le travail d'accompagnement qu'il est en train de faire au niveau du système éducatif togolais. Et nous nous laissons l'espoir de toute façon que la feuille de route est claire maintenant, les accompagnements ont commencé et nous ne doutons pas que l'aboutissement de tout ce beau travail va se faire ressentir au niveau des élèves et au niveau du système éducatif finalement, au niveau de la nation. Voilà, c'est sur ce que je vais encore donner un tout dernier mot à M. Afanou pour conclure et nous aurons bouclé ainsi notre émission en espérant de le retrouver une prochaine fois encore sur ce plateau. Merci Marcel pour cette opportunité, pour cette occasion qui m'a été offerte encore. Merci pour tout le travail que vous faites également dans le domaine de la communication. En fait, je vois que vous avez sillonné de Sinkassé jusqu'à Lomé dans le programme de l'excellence, en fait. Et c'est un travail très important. Merci. Il faut redynamiser les enfants également à travers ça. Félicitations également pour tous vos efforts, pour tous ces engagements. Je pense que c'est ensemble qu'on doit conduire en fait nos jeunes à ne pas aller à l'école que nous avons été pour le bonheur de notre patrie, le Togo. C'est ça. Alors, fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci à notre consultant. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de débat éducation la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye, bye.